Salut à tous! Alors avant de commencer, on voulait déjà vous remercier parce que vous êtes de plus en plus nombreux sur la chaîne. On en est qu'au début, mais ça nous donne vachement de motivation pour la suite en fait. Donc merci. Et pour cette vidéo, on vous a préparé quelque chose d'un peu différent d'habitude. Cette fois-ci, il n'y aura pas de cuisine. Mais comme vous l'avez peut-être remarqué, on est passionné par la gastronomie. Et ce qui fait la quintessence de la gastronomie, c'est pas que la cuisine, c'est pas que derrière les fourneaux. Donc on avait envie de vous raconter une histoire et on espère qu'elle va vous plaire. Et ben bon visionnage. Bonjour! Aujourd'hui, j'avais envie de vous raconter l'histoire d'un grand personnage du XVIIe siècle. Un personnage dont la vie n'est qu'une succession d'événements rocambolesques, c'est le cas de le dire. Et les événements justement, c'est son truc. C'est lui qui planifie et organise toutes les grandes réceptions de l'époque. Son parcours le fera rencontrer Nicolas Fouquet, le surintendant des finances, le roi Louis XIV et également le prince Louis II de Bourbon-Condé. Un traître notoire. Il vivra les complots et les intrigues de la cour de l'intérieur et en sera acteur malgré lui. Il tirera néanmoins son épingle du jeu à chaque fois, jusqu'à ce jour du 24 avril 1671 où sa vie prendra un tournant brutal. Nous parlons aujourd'hui de François Vatel, né Fritz Karl Vatel, à Tournai, en 1631 dans l'actuelle Belgique. François est le fils d'un modeste laboureur, un métier très rude auquel il ne se destine pas. Bien décidé à prendre son navire en main, il partira dès l'âge de 15 ans en apprentissage chez le pâtissier-traiteur Jan Everard, un proche de sa famille. Nous sommes alors en 1646 et il y restera 7 ans. Voilà à peu près tout ce qu'on connaît de sa jeunesse. En 1653, alors qu'il a 22 ans, les choses sérieuses commencent pour lui. Il est engagé au service de Nicolas Fouquet au château de Vaux-le-Vicomte. Fouquet est à ce moment-là le surintendant des finances du royaume de France. C'est un homme immensément riche. Vraiment très riche. Pour vous donner une idée, sa fortune était estimée à 19,5 millions de livres. Aujourd'hui, ça ferait quelque chose comme 700 millions d'euros. Ce genre de riche. Il est proche du pouvoir, mais il connaîtra un destin, disons, funeste. Pour connaître son histoire, je vous renvoie à la vidéo de Nota Bene qui l'expliquera bien mieux que moi. Le lien sera dans la description. Mais revenons en sujet, c'est le maître d'hôtel de Fouquet qui l'engage, sans se douter que celui-ci prendra bientôt sa place grâce à son zèle et son talent naturel pour l'organisation. Et c'est à ce moment-là qu'une certaine magie va opérer. Alors, je connaissais vaguement l'histoire, mais en préparant la vidéo, je me suis dit, mais quelle vie de ouf! En fait, le gars, j'ai longtemps cru qu'il était cuisinier, mais pas du tout. Lui, ce qu'il faisait, c'était de l'événementiel. Donc on peut penser, on peut supposer qu'il a vraiment exercé la cuisine, mais c'était pas du tout son taf. Bref, à ce moment-là, François est très à l'aise dans son travail, il grimpe vite les échelons, et tous les événements du château sont millimétrés. Et c'est là que ça commence à sentir un peu le sapin. Pourquoi me direz-vous? Parce que Nicolas Fouquet, qui se la pète un peu avec tout son pognon, décide d'organiser une réception colossale, en invitant le roi Louis XIV et une bonne partie de sa cour. Je vous laisse imaginer le bazar, ça fait plusieurs milliers de personnes. Pas vraiment la bonne idée quand on sait que Nicolas Fouquet était dans le collimateur du roi. Diverses affaires d'état feront que, spoiler alert, ce sera sa dernière fiesta à Nico. Quoi qu'il en soit, à l'été 1661, c'est François qui sera chargé de créer la plus grande fête, la plus somptueuse fête jamais vue. Il faut que ce soit grandiose. Imaginez l'un des plus beaux châteaux de France où l'on dresse 80 tables pour les convives, où un dîner en 5 services sera servi. Avec des plats plus magnifiques les uns que les autres, 30 buffets chargés des mets les plus délicats, de la vaisselle en or et en argent, un orchestre pour jouer la musique de Lully, et on notera la présence de Molière qui fera jouer une pièce spécialement pour l'occasion. Le tout accompagné d'effets spéciaux, de feux d'artifice, on a dit grandiose. Tout à fait, hein, c'est pas en fait au village avec du pastis-tiède et puis des burgers trop cuites, hein. Santé. Bon, et organiser une fête plus bling bling que celle du roi, bah ça se fait pas. Et Louis XIV, qui avait déjà chopé les boules contre Nicolas Fouquet, le fera arrêter quelques semaines plus tard. Il enverra D'Artagnan arrêter Fouquet. Oui, D'Artagnan, celui-là même qui va inspirer Alexandre Dumas dans ses romans un peu plus tard. Le chassé-croisé historique est total. C'est la fin pour Fouquet, il terminera sa vie derrière les barreaux. On pense même qu'il pourrait être l'homme derrière le masque de fer, mais cette hypothèse est peu probable. Eh merde. Pour François, qui n'avait pas du tout anticipé ce genre de bail, c'est l'exil, départ pour l'Angleterre. Alors qu'il ne risquait rien du tout, le roi ayant décidé de reprendre tous les employés du château à son compte pour Versailles. Premier mauvais move. Un peu impulsif le François. En Angleterre, il va rencontrer un proche et ami de Fouquet, Jean Hérault de Gourville. Autre personnage haut en couleur et accessoirement conspirateur.
Il est un acteur important de la Fronde. Pour faire simple, c'est un genre de révolte. On va pas rentrer dans les détails, on s'éloigne du sujet, je vous mettrai ça en description. Le fameux Jean Hérault de Gourville présentera donc Vatel à un autre personnage très important de l'histoire du XVIIe siècle, Louis II de Bourbon-Condé. À savoir qu'il est le cousin du roi. Son CV est très fourni. Il est général, duc, prince et également conspirateur. Et traître, condamné à mort. Coupez-lui la tête! Je vous l'ai dit, côté ambiance, on se met bien. Et le prince de Condé engage donc François. Deuxième mauvais move. À ce moment-là, le prince de Condé consacre son temps à embellir son domaine. Il a été autorisé à récupérer ses biens et à rentrer en France. Mais il est toujours considéré comme un traître. Salaud! Ce qui nous amène en 1663 au magnifique et merveilleux domaine de Chantilly, où François, qui prend très au sérieux son travail, est nommé chef du protocole et contrôleur général de la bouche. Oui, ce titre a existé. C'est lui qui gère les achats, l'organisation, les préparatifs de tout ce qui touche de près ou de loin aux arts de la table. Autrement dit, c'est lui qui gère toute la teuf et toute la bouffe à très grande échelle. Et dans ce domaine, c'est lui le meilleur. Ça s'envoie des réceptions de 1500 personnes sans cligner de l'œil. On se pète la cruche au milieu d'un spectacle de grande ampleur, dont il est le chef d'orchestre. Imaginez, de la bouffe à perte de vue, une scène de théâtre, un spectacle son et lumière, des décors exotiques, des jets d'eau, des spectacles pyrotechniques, des feux d'artifice, il y en a partout. C'est la folie des grandeurs, ça s'enfile du faisan, de l'oie et toutes sortes de gibier. Et quand il n'y en a plus, il y en a encore. Des plats de poissons, des coupes de fruits d'1 mètre de haut agencées de façon très artistique, tout est présenté ensemble sur la table, dans ce que l'on appelle un ambigu. C'est une création de François. Le salé et le sucré sont présentés ensemble, et à l'époque on mange selon son tempérament. À cette époque, si tu veux manger ton filet de poisson grillé avec une tarte aux pommes, ou alors des choux à la crème avec une épaule d'agneau, eh ben tu peux. Vous désirez que l'on vous serve le tout pêle-mêle dans un seau, monsieur? Oui, avec des œufs à cheval. Et avec tout ça, François, vous imaginez bien qu'il commence à être surmené. Arrive le mois d'avril 1671 et le prince de Condé, qui cherche à faire un retour en grâce, on rappelle qu'il est considéré comme un traître, décide d'organiser une immense fête, encore plus grosse que celle de Fouquet. On rappelle au passage qu'il avait quand même été condamné à mort, hein, juste comme ça. Mais bon, comme c'est un cousin, ça passe. Il décide que cette fiesta sera à la mesure du roi Soleil. Parce que oui, on rappelle qu'à ce moment-là, son cousin, c'est le roi Soleil. Le grand monarque, le Christ cosmique, le Messie. Il est le plus grand roi d'Europe, et son pouvoir est absolu. L'État c'est lui, et il vaut mieux être dans ses petits papiers. On donne à François 15 jours, 15 jours, retenez ça, pour organiser la plus grande fête de sa carrière. Quelque chose à la mesure du pouvoir. Le roi et sa cour, sa garde, ses courtisans, plus ou moins 3000 personnes à divertir sur plusieurs jours, du 23 au 25 avril. Pour vous donner un ordre d'idée, la fête est estimée à environ 50 000 écus. Aujourd'hui, ça ferait 5,5 millions d'euros. Et là, François, il a du taf. Vous imaginez bien, le défi est colossal. Il s'y met et fait son maximum. Son honneur est en jeu. Arrive donc le 23 avril où on attend les premiers invités pour le soir. Il fait dresser 25 tables pour les invités d'honneur, où on leur sert le souper au milieu du magnifique château de Chantilly. Et pour l'occasion, le château est magnifiquement illuminé. Un spectacle est joué pendant 2 heures avant de se terminer par un magnifique feu d'artifice, très ambitieux, qui sera un demi-échec à cause d'une brume assez tenace. Je suppose qu'après ça, le François il a dû commencer à avoir la tremblote. Parce que ce n'est que le début des problèmes. En effet, 75 invités supplémentaires se présentent à la fête ce soir-là alors qu'ils n'étaient pas prévus. Et forcément, sur certaines tables, les plats viennent à manquer. Et même si visiblement tout le monde s'en fout, lui, ça le fout dans un état pas possible. François, il vit ça comme un affront, et son orgueil est profondément blessé. Même les louanges de son patron n'y feront rien, pour lui, il est déshonoré. Très tôt le lendemain, François, qui ne s'est sans doute pas couché et qui, on le rappelle, doit manquer de sommeil depuis 15 jours, attend une très importante commande dans la cuisine. En effet, dans la France chrétienne du XVIIe siècle, on pratique le carême, où on est censé jeûner et faire pénitence. Et comme le 24 avril cette année-là tombe à vendredi, c'est jour de carême. En gros, François il s'est dit, tiens, c'est un jour maigre, on va servir du poisson. Bon là, on n'est pas sur un respect total des consignes, hein, clairement. Niveau jeûne, jour maigre, tout ça, c'est moyen. Pourquoi personne fait jamais ce que je dis? Bref, lui attend sa commande pour 4h du matin. Potentiellement, les autres sont encore en train de faire la teuf. Seulement voilà, la commande n'arrive pas.
Ces plans prévoyaient autant de poissons que de coquillages et de fruits de mer. Mais il faut s'imaginer que dans la France du XVIIe siècle, il n'y a pas de camion, il n'y a pas de train, il n'y a que des chevaux avec des charrettes. Et la commande de poissons, elle arrive des ports les plus proches, c'est-à-dire les ports de la baie de Somme ou de Dieppe. Et une charrette pleine de poissons qui arrive d'à peu près 160 km, eh ben c'est pas rapide. Et évidemment à l'époque, pas de moyens de communication moderne, donc si t'as un accident ou si t'es en retard, eh ben tu peux pas prévenir. Et dans un premier temps, il reçoit laborieusement 2 paniers. Pour nourrir 3000 personnes, c'est pas ouf. Sachant qu'il n'a ni le temps ni les ressources pour changer son menu à la dernière minute. Et là, ben, c'est le burn-out. À ce moment-là, je vous rappelle que François, qui n'a pas dormi depuis très longtemps, est dans un état de stress qu'on peine à imaginer. Il a accumulé beaucoup de fatigue, et on peut logiquement penser que sa capacité de raisonnement, de réflexion et de décision est gravement diminuée. Sans doute épuisé moralement et physiquement, à 8 h du matin, craquage. On lui prête ces mots. « Monsieur, je ne survivrai pas à cet affront-ci, j'ai de l'honneur et de la réputation à perdre. » Et malheureusement, on ne le prendra pas au sérieux. La boulette. François Vatel monte dans sa chambre, se saisit de son épée, la cale dans l'encadrement de sa porte et se jette à 3 reprises dessus. On le découvrira un peu plus tard dans une mare de sang. Et sa commande de poisson serait arrivée au moment où il rendait son dernier souffle. Si c'est pas de l'ironie ça, il aurait été enterré à la hâte, très discrètement pour ne pas gêner les convives. Oui, parce que la fête continue, on va pas s'arrêter pour si peu. Le grand Condé, qu'il estimait beaucoup, a, paraît-il, été très affecté par la nouvelle. Et on raconte que par respect pour lui, personne parmi les convives ne toucha au poisson. La fête fut un immense succès, et Louis II de Bourbon-Condé eut droit à son retour en grâce. La fête entra dans la légende, et en fait il s'est buté pour rien. On peut critiquer le manque de sang-froid de l'homme, mais on ne se rend peut-être pas compte des enjeux d'une telle réception à cette époque. Il est très important de comprendre que le contexte était très différent, et qu'une fête comme ça, de nos jours avec nos moyens modernes, ça se passerait mieux. Il y aurait du stress quand même, mais c'est très différent. Son nom est tout de même resté dans l'histoire. On parle encore de lui, un film lui est consacré en 2000 réalisé par Roland Geoffrey sur une musique d'Ennio Morricone. Et son nom apparaît dans plusieurs émissions et documentaires, on lui prête même l'invention de la crème chantilly, bien que cela soit complètement faux. Brillant, trop impulsif, pas assez réfléchi, on peut lui reprocher certaines choses, notamment de ne pas avoir le caractère du chef cuisinier. Mais voilà, cuisinier, il ne l'était pas, et sa charge était sans doute trop lourde à porter pour un seul homme. Il n'en reste pas moins un grand personnage de l'histoire française, même s'il a marqué l'histoire de façon spéciale. Merci à tous ceux qui sont encore là, si vous avez aimé notre travail, n'hésitez pas à nous soutenir en partageant, likant et en commentant, ça nous aide beaucoup. A très bientôt, avec la tête dans le plat.